Bonjour à tous et merci d'être parmi nous un dimanche matin autour du thème du vélo. Donc, je m'appelle Natacha Gondran et je suis bénévole à Aussi Vélo. Aussi Vélo est l'association d'usagers du vélo à Saint-Étienne, une association qui fait la promotion du vélo à Saint-Étienne avec 3 types d'actions. Un atelier de réparation participative des vélos ouverts aux adhérents, une commission aménagement qui échange avec les acteurs publics sur les aménagements cyclables qui sont disponibles à Saint-Étienne et plus largement à Saint-Étienne Métropole, et l'organisation, quand c'est possible, de balades principalement urbaines en vélo avec les différentes personnes qui souhaitent venir. Donc, vous avez le site internet de l'association qui est visible normalement sur l'écran que vous devez pouvoir voir. Nous accueillons aujourd'hui 4 intervenants que je remercie pour leur participation à cette table ronde. Frédéric Errand, qui est économiste et urbaniste à l'Université de Lille. Du coup, si vous pouvez mettre votre caméra quand je vous, quand je vous mentionne, je ne vois plus. Oui, voilà, si vous voulez me faire un petit coucou. Étienne Olef, qui est consultant indépendant et qui nous vient de Bruxelles, consultant indépendant en mobilité active, ancien directeur d'un institut de recherche et de promotion du vélo et qui est aussi auditeur BIPAD, Bicycle Policy Audit, et qui nous présentera cette démarche. Anne Faure, qui est présidente de la rue de l'Avenir, une association qui s'engage depuis 30 ans pour une meilleure qualité de l'espace public, le développement de la marche et du vélo et la réduction du nombre et de la vitesse de voitures en ville, et qui interviendra aussi pour le collectif Place aux piétons, dont une partie du collectif est en train de se mettre en place sur Saint-Étienne. Et Luc François, qui est maire de Grand-Croix et vice-président au transport de Saint-Étienne Métropole. Saint-Étienne Métropole qui s'est engagé en 2019 dans un plan vélo ambitieux destiné à tripler le nombre de déplacements en vélo dans la métropole. Donc, on est d'ici 2030. Donc, l'objet de notre table ronde aujourd'hui est vraiment d'évoquer quel système vélo pour Saint-Étienne Métropole pour essayer d'atteindre cet objectif de triplement du nombre d'usagers du vélo à Saint-Étienne, non seulement à l'échelle de Saint-Étienne, la ville, mais de l'ensemble de la métropole. Saint-Étienne Métropole, pour les intervenants donc, qui sont pas des Stéphanois, donc vous l'aurez compris, hein, nous avons des intervenants nationaux, voire internationaux. Donc c'est une agglomération de 53 communes, 404 900 habitants, et qui comporte à la fois des communes rurales et des communes urbaines, avec des migrations pendulaires importantes, tant au sein de l'agglomération, mais aussi vers d'autres agglomérations comme celle de Lyon en particulier, avec, selon la dernière enquête mobilité et déplacement, un taux d'usage du vélo qui est actuellement très faible, donc de l'ordre de 1% environ en 2010. Donc, on espère que ça a un petit peu augmenté. La prochaine enquête mobilité nous le dira, mais on pense que le pourcentage est encore assez faible. Donc, il y a un enjeu très, très fort de la part de Saint-Étienne Métropole pour passer vers une part modale d'environ 6% si on veut suivre le plan national vélo d'ici 2024. Donc, je vais d'abord passer la parole à Monsieur Frédéric Errand. Pour vous, puisque c'est vous qui avez créé ce concept de système vélo, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est un système vélo et comment est-ce qu'on pourrait le déployer dans une agglomération telle que Saint-Étienne Métropole? Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne suis pas le seul à l'origine de ce concept. En fait, on a été plusieurs à avoir la même idée au même moment. Et ça arrive souvent en sciences humaines et sociales quand une idée est assez simple, car vous allez voir, c'est une idée qui n'est pas très compliquée. Eh bien, cette idée apparaît comme ça dans différents pays dans le monde en même temps, sans qu'on se soit concerté. Alors, je vais vous faire un peu l'historique de la notion. En fait, elle est née d'un double constat. D'abord, le fait que
dans les années 90, on se disait, pour relancer le vélo, il suffit de faire des aménagements cyclables. C'est une idée qui n'était pas stupide, mais qui s'est révélée assez vite insuffisante. C'est-à-dire qu'on a vite constaté qu'il ne suffit pas de faire des aménagements cyclables pour booster, pour stimuler la pratique. On s'est dit assez vite qu'il fallait autre chose, qu'il fallait également des services en tout genre, du stationnement par exemple, mais également de la réparation, de la location, de la formation des cyclistes, etc. Voilà, ça c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'il se trouve que dans le domaine de l'automobile, un certain Peter Hall, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, c'était un urbaniste de renom international, anglais, qui a théorisé de son côté, en 1994, la notion, ou le concept de système automobile. Et il a expliqué ce que je viens de dire pour le vélo, il l'a expliqué avant pour la voiture, en disant la voiture, ça ne marche pas tout seul, il faut bien sûr un réseau, ça on le savait déjà depuis longtemps, mais il faut aussi énormément de services, il faut une ville adaptée à la voiture. Et voilà, il a égrené, je ne vais pas vous faire le détail puisque c'est le vélo qui nous intéresse aujourd'hui, il a égrené toutes les conditions à l'usage nécessaire de la voiture. Alors, j'ai des messages que j'ai du mal à lire, il faut que je vous explique, je suis amblyope, je vois très mal, donc je reçois des messages que je ne peux pas lire, je vais essayer de les lire non, mais quand même. ne vous embêtez pas, en fait, je me ferai porte-parole des messages à donc la fin, donc je ne tiens pas allez-y. compte des messages, ce sera pas tout de plus suite, simple. voilà. Alors, je reviens donc j'espère que vous m'entendez. Je reviens à... Je vous ai perdu, je crois. Voilà, ça y est. Donc, je reviens à ce que je disais, la double origine du système vélo. Et donc, on a été plusieurs à la fin des années 90, début des années 2000, à expliquer comment le vélo ne pouvait pas marcher tout seul, qu'il fallait beaucoup de conditions pour que ça marche. Puisque j'ai peu de temps, je vais vous expliquer où j'en suis dans ma réflexion aujourd'hui. Car en 20 ans, en fait, beaucoup de choses ont avancé. Je ne suis pas le seul à réfléchir à cela. En fait, tout mode de déplacement est un système. Et on peut parler de système modal. Donc, système vélo, système automobile, système tramway, système marche, c'est valable pour tous les modes. Et en fait, il y a 4 dimensions à tout système modal. D'abord, pour faire simple, c'est un système modal, c'est un mode de déplacement, une infrastructure, un utilisateur et des règles. Voilà, c'est 4 points. Et ces 4 aspects se regroupent en deux grandes familles. D'abord, toute la dimension technique à laquelle on pense d'abord, c'est-à-dire le mode de déplacement et l'infrastructure, en l'occurrence pour nous aujourd'hui, le vélo et les aménagements cyclables, et plus largement, et le réseau cyclable, c'est quelque chose de plus large que les simples infrastructures. Voilà, ça c'est la dimension technique. Dans cette dimension technique, il y a toujours des aspects de service. Par exemple, pour le mode de déplacement, pour qu'un vélo marche, il faut des vélocistes, il faut pouvoir le réparer, il faut pouvoir l'acheter d'abord, il faut pouvoir il faut des stations-service, par exemple, pour des stations pour regonfler son vélo. Il faut de l'assurance, des choses comme ça. Et puis pour l'infrastructure, il faut aussi des services en tout genre. Il faut pour pouvoir entretenir les aménagements. On est en automne, quand il y a plein de feuilles mouillées sur un aménagement cyclable, c'est un vrai problème. Ça devient glissant, dangereux. Il faut un entretien régulier des aménagements cyclables. Bon, ça, c'est toute la dimension technique qui est assez connue. Mais en fait, il y a toute une dimension humaine qui est en général oubliée et qui pourtant est très importante. La dimension humaine, c'est l'utilisateur et les règles. L'utilisateur, c'est la dimension individuelle de ces questions humaines. L'utilisateur, il doit être formé.
on le voit aujourd'hui où, à cause de la crise sanitaire, on a des nouveaux cyclistes sur le pavé. Eh bien, il faut leur apprendre à rouler en ville, et ce n'est pas si simple. Il y a des dangers bien connus des cyclistes aguerris, mais pas des novices. Par exemple, il est bien connu qu'il y a en gros 3 dangers très importants à vélo. L'angle mort des poids lourds, surtout pas s'approcher d'un poids lourd, le tourne à gauche, qui est très compliqué, qu'il faut savoir négocier, et puis, je dirais, l'ouverture intempestive des portières. Vous voyez, c'est un exemple. Si on ne connaît pas ces 3 risques, on est beaucoup plus en danger à vélo. Donc, il y a une vraie formation des cyclistes à conduire. Et concrètement, ça veut dire qu'une municipalité ou une agglomération doit faire de l'information des cyclistes sur, par exemple, les dangers et comment s'en prémunir quand on roule à vélo. Un grand classique, c'est de mettre une double page ou plus, un 4 pages, par exemple, dans le journal municipal, comment rouler à vélo en sécurité. Vous voyez, c'est des choses fondamentales à faire. Ce n'est pas négligeable, c'est pas une question secondaire. Hein. C'est très important. Et donc, autour de l'utilisateur, il y a aussi des tas de services. Donc, j'ai dit l'information, la formation, mais aussi l'apprentissage. Les vélo-écoles sont très utiles. La remise en selle prévue par le gouvernement dans son coup de pouce vélo, c'est pas négligeable. Et enfin, je termine avec les règles. Les règles, c'est la dimension collective du vélo. Il faut absolument que ces règles évoluent et elles évoluent. Depuis, il y a eu plusieurs évolutions du code de la route depuis les années 2000. Je passe le détail, mais le code de la route actuel a été conçu d'abord exclusivement pour les automobilistes en 1922, un peu modifié, un peu amélioré en 1958. Et puis depuis, il y a quelques règles supplémentaires. Il y a déjà eu 3 réformes du code de la route pour essayer de l'adapter un peu mieux aux cyclistes. Mais il y a encore une marge de progression possible. Et derrière ces règles collectives connues, il y a énormément de règles implicites qui sont beaucoup moins connues et qui sont très importantes. Je vous donne un exemple de règle implicite. Il n'est pas question pour un cycliste de passer en force à un carrefour s'il se demande si on l'a bien vu, même s'il a la priorité, il ne va pas passer en force parce qu'il sait que face à une voiture, il n'a aucune chance. Donc, en réalité, c'est la règle du plus fort qui existe la plupart du temps. Donc, le cycliste, lui, il en est conscient. Cette règle implicite, évidemment, tout le monde en joue. L'automobiliste d'un côté qui joue de sa masse et de sa vitesse pour passer en force, le cycliste qui a peur et qui donc évite de s'imposer. Voilà, je suis obligé d'être court puisqu'on m'a demandé d'être très court. Tout ce que je vous raconte là sera publié dans un article scientifique à paraître en 2021. Il est déjà accepté, cet article, j'en suis aux toutes dernières modifications. Et bien sûr, il y aura une déclinaison pour le vélo que je mettrai mon point d'honneur, comme les gens qui me connaissent savent que je fais beaucoup de vulgarisation et je tiens à rendre accessibles mes travaux scientifiques à tout le monde et ce sera le cas pour le vélo en particulier. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Héran. Étienne Olef, pour compléter, comment... Oui, j'ai oublié de dire aux participants, si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez les écrire sur le chat et je m'en ferai porte-parole. Donc, nous allons maintenant passer la parole à Étienne Olef. Donc, comment est-ce qu'on peut passer d'un système de transport qui a aujourd'hui à moins de 1% de part modale du vélo à un système à 3, voire 6% en quelques années? Et si vous pouvez nous présenter rapidement la démarche de l'audit ByPad, et je vais partager mon écran puisque vous aviez des présentations, vous me direz quand vous voulez que je change de diapo. Oui, voilà, vous pouvez présenter voilà,
Oui, peut-être d'abord juste dire quelques mots sur ce qu'est un audit BIPAT ou un audit de politique cycliste basé sur le système vélo. C'est au départ un audit relativement classique basé sur une phase d'évaluation, l'établissement d'objectifs, la détermination d'actions à mener et tout ça traduit dans un plan vélo. Mais l'originalité, c'est qu'il est mené par un groupe qui réunit tous les acteurs politiques, administratifs, usagers du vélo, parce que, enfin, de manière un peu caricaturale, le politique dit oh, on fait déjà plein de choses pour le vélo, l'usager dit on ne fait rien, et le technicien dit on fait déjà, mais on pourrait faire mieux. On les met autour de la table et ils doivent décider par consensus. L'auditeur suit, lui, une méthodologie européenne et vise un haut niveau de qualité dans la production des documents. C'est un programme qui a maintenant 20 ans et déjà touché plus de 250 villes en Europe dans 25 pays. Vous pouvez passer à la dia suivante. Pour la question qui nous occupe de savoir comment augmenter la part modale du vélo, il faut déjà se poser, qu'entend-on par modal? Parle-t-on des déplacements domicile-travail, des déplacements domicile-école, des déplacements de loisirs? Et donc, comme objectif, il me paraît plus judicieux de prendre l'objectif global d'augmenter la cyclabilité de l'agglomération, c'est-à-dire de permettre à tout un chacun, quel que soit son âge, son sexe, son motif, sa capacité physique, son aversion au risque, de prendre le vélo. Et donc, la première étape, pour moi, est de se mettre d'accord, tous les acteurs de la mobilité, sur pourquoi on veut augmenter la part du vélo et à quel niveau. Vous pouvez passer à la vision suivante. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît, parce oui. que voilà, merci. Une première façon de voir, ce serait de répondre par une réponse de Normand. Pour augmenter la part du vélo, il suffit de diminuer la part des autres. Si on prend par exemple la ville de Berne en Suisse, ils ont diminué drastiquement la voiture dans la ville. Ils ont supprimé l'autoroute urbaine. Ils ont placé des compteurs de passage et des feux qui bloquent les voitures dès que le maximum est atteint. Et le feu devient vert quand les voitures sont ressorties de la ville. Ou encore, à l'inverse de la tendance actuelle, ils ont supprimé les trams en site propre pour les réintégrer et réguler le trafic routier. Et tout ça pour dissuader les automobilistes et avec succès. Ils étaient déjà à 12% de part modale vélo, ce qui est déjà pas mal, mais ces mesures ne l'ont pas fait augmenter de manière significative. Et ils se sont rendus compte que, en fait, le réseau vélo n'était pas de qualité suffisante pour attirer de nouveaux cyclistes. Une autre approche dont a parlé Frédéric Errand est de simplement ajouter des pistes cyclables à côté des routes en espérant que les gens vont les prendre. Et c'est ce qu'a fait Eindhoven aux Pays-Bas, qui était une ville pensée par la voiture, pour la voiture principalement parce qu'elle avait été détruite pendant la guerre et on avait replacé des grands axes en se disant voilà, c'est une ville qui sera dédiée à la voiture. La part du vélo a stagné pendant des années. Et pour que ça fonctionne, ils ont dû aller vraiment beaucoup plus loin en repensant toute la mobilité, pas seulement le vélo, mais ils ont pris 4 axes de travail, tous pensés en même temps, les piétons, les cyclistes, les transports en commun et finalement la voiture. Donc on ne peut pas penser un plan vélo sans l'intégrer dans une politique de mobilité qui elle-même dépend bien entendu des choix urbanistiques qui ont été faits. Et pas une ville, à ma connaissance, n'a réussi sans modérer la place de la voiture et développer un réseau de qualité. Le troisième point, c'est de hiérarchiser les voies et les usages. La ville, c'est aussi ce que j'appelle, moi, le space war, la guerre de l'espace. Chacun veut sa place, piéton, cycliste, transport en commun, automobiliste. Mais voilà, l'espace est fini. Donc, il faut hiérarchiser les usages et les voiries. Pour les usages, de nombreuses régions adoptent ce principe. On examine tout d'abord les besoins des piétons, puis des cyclistes, puis des transports en commun, et enfin le trafic routier. Pour la hiérarchie des voiries, aux Pays-Bas, on délimite les quartiers qui sont ceinturés par des voies de desserte. Ces quartiers sont limités à 30 km à l'heure, ne peuvent
traversée en voiture, le stationnement est limité et il n'y a pas besoin d'aménagement en vélo puisque les quartiers sont totalement pacifiés. Les voies de desserte sont limitées à 50 km/h, équipées d'aménagements vélo, et les métropolitaines à 60, 70 et équipées de voies cyclables totalement séparées du trafic dans ce cas-là. Le quatrième point, c'est de développer, et c'est vraiment indispensable pour une région qui se trouve à 1% de par modèle. Le quatrième point, c'est de développer un réseau cyclable de qualité, ce qui veut dire qu'il doit être sûr, rapide, cohérent, confortable, agréable et lisible. Et alors là, attention, il y a des pièges dans lesquels on tombe facilement et qu'il faut pourtant éviter à tout prix. Pour moi, d'abord, il ne faut pas mettre les cyclistes sur les trottoirs avec les piétons. Ça crée d'office des conflits d'usage et des accidents assurés. Il ne faut pas négliger les entrées et les sorties des pistes cyclables qui sont séparées. Se dire, on verra après, on verra comment on traitera le carrefour par après. La meilleure piste cyclable avec une sortie dangereuse, le cycliste la prendra une fois et le deuxième, il l'évitera. Il ne faut pas utiliser des revêtements inappropriés, des bordures qui rendent la piste dangereuse. Il faut ne pas ultra sécuriser non plus, au point où le cycliste doit s'arrêter 4 fois pour prendre un giratoire. Par contre, en revanche, il y a des moyens faciles pour penser des aménagements efficaces. D'abord, il faut faire les visites techniques à vélo. Il faut se poser aussi la question, est-ce que je passerai avec un enfant de 10 ans? Est-ce que je réaliserais un tel aménagement si c'était pour une voiture, avec des escaliers, avec des détours, avec des revêtements en meubles, etc. Et enfin, dans une ville vallonnée, il faut travailler en priorité en desservant les quartiers, en suivant les courbes de niveau et ne pas de suite penser aux problèmes des côtes, qui, rappelons-le aussi, sont aussi des descentes. Et enfin, mon dernier conseil, je veux parler de l'importance du rôle des politiques dans cette dynamique. L'importance, c'est d'abord d'être convaincu de l'utilité d'une politique vélo et de mettre sur pied une task force vélo. Des madames, monsieur vélo dans chaque instance, dans chaque administration, dans chaque commune, qui parlent de mobilité, donc du niveau communal au niveau métropolitain. C'est-à-dire que quand on discute de transport en commun, il faut que la parole de la task force soit entendue. Pareil quand on réaménage des routes. Sinon, il n'y aura pas de cohérence dans le réseau. Si je reprends ici l'exemple, je ne vais pas vous faire l'affront de traduire le néerlandais, mais si je reprends l'exemple du plan vélo du gouvernement flamand, les 3 premiers points ont trait à cette gouvernance. Le premier, c'est une politique vélo intégrée à tous les niveaux. Le deuxième, c'est travailler ensemble. Et le troisième, c'est renforcer les connaissances générales et partager l'expérience. Et pour moi, ça, ce sont vraiment des choses extrêmement importantes parce que s'il n'y a pas un moteur derrière pour mener à bien toute la politique vélo, ça n'avancera pas. Et puis finalement, il faut être créatif et on peut reprendre l'exemple de New York en 2009 qui a réalisé 600 km de voies cyclables en 6 mois, simplement avec de la peinture et des bacs de fleurs pour tester et voir si les New-Yorkais aimaient le vélo. Voilà, je souhaite que Saint-Étienne retrouve son statut de capitale du vélo. Merci. Merci beaucoup. Anne Faure, Étienne Olef a évoqué cette question des priorisations entre les différents usages et la nécessité de faire passer les besoins des piétons en premier, ceux des cyclistes en deuxième. Et vous, comment envisagez-vous la cohabitation entre les différents usagers? Et est-ce que vous pensez que la mise en place d'un système vélo dans une agglomération telle que Saint-Étienne Métropole, ça peut aussi permettre d'améliorer la marche à pied et ses conditions? Oui, bonjour à tous. Effectivement, moi je vais vous parler du système marche. Mais le système marche, il faut qu'il soit bien collé et organisé avec le système vélo. Bien évidemment, moi, je rejoins l'interlocuteur précédent et Frédéric Héran qui en parle souvent de la priorité du plus faible vers le plus fort, c'est-à-dire que le piéton étant le moins carrossé, c'est à lui qu'il faut d'abord penser lorsqu'on fait de l'aménagement urbain. Et
cette priorité du vélo a été longtemps oubliée parce que d'abord il y avait la priorité voiture. Ensuite, on s'est rendu compte que on était très en retard sur le vélo, donc on a mis un grand coup d'accélérateur sur le vélo et on a un petit peu oublié les marcheurs. Or, la marche, ça concerne énormément de gens. Il y a deux modes actifs. Hein. Quand on dit mode actif, très souvent les gens pensent vélo, mais il y a aussi les piétons qui sont l'autre mode actif qu'il ne faut pas oublier parce que ce sont à la fois les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément des handicapés lourds, mais qui ont un problème. Une maman avec une poussette, c'est une personne à mobilité réduite et il y en a beaucoup. Et puis, ça concerne aussi les seniors. Nous sommes dans une société vieillissante et il faut bien se rendre compte que le pourcentage des seniors est de plus en plus important, donc il faut aussi les prendre en compte. Et puis, ça concerne les enfants. Les enfants plus petits, on les voit plus dans les rues. Ils sont soit dans les voitures des parents, soit devant leurs écrans, mais ils ne bougent plus, ils sont plus dans l'espace public. Or, la marche pour un enfant, le fait d'être dans l'espace public, ça a des influences incroyables sur son développement parce que d'abord, c'est un lieu d'observation et d'apprentissage. Ensuite, c'est un lieu de sociabilisation. Donc, la ville sans marcheurs, c'est la ville sans enfants et c'est quand même très grave. Alors, par ailleurs, la marche, il faut vraiment s'en occuper parce que c'est pour un certain nombre de gens la seule façon qu'ils ont de faire de l'exercice physique, de bouger et donc de préserver leur santé. Pour les personnes âgées, c'est aussi la façon de préserver leur autonomie, parce que quand on peut marcher, on peut sortir, on peut voir des gens, et ça c'est extrêmement important. Et puis, marcher, il faut des bonnes conditions pour la marche, bien évidemment. Et puis, il y a une chose qu'on oublie toujours. On parle toujours de l'économie du vélo. Oui, c'est vrai, il y a une économie du vélo, on vend des vélos, on répand des vélos, mais il y a aussi une économie de la marche. Et on n'y pense pas parce que c'est un effet indirect. C'est-à-dire que la marche induit des retombées économiques, comme par exemple, quand on prend la marche tourisme ou la marche loisirs, eh bien, il y a les restaurants, il y a les cafés, il y a un certain nombre de commerces qui en profitent. La marche, c'est aussi tout un système de service à la marche. Hein. Je reprendrai agréablement les 4 thèmes que Frédéric nous a proposés parce qu'on a un peu la même déclinaison. Il faut donner à la marche des bonnes conditions. Hein. La marche ne va pas de soi. On dit souvent que la marche va de soi. Ben non, c'est faux. Il faut accompagner la marche. Il faut lui donner des bonnes conditions. Techniquement, les trottoirs, par exemple, les trottoirs, c'est fondamental. Hein. Il faut que les trottoirs soient dégagés, mais il faut qu'ils aient aussi un sol de bonne qualité, il faut qu'ils soient éclairés. Enfin, il y a toute une déclinaison des besoins de la marche. Et il y a donc, par rapport au service à la marche, il y a tout un système économique qui pourrait se mettre en place. Par exemple, pour ne citer qu'un exemple, on pourrait imaginer des logiciels qu'on puisse avoir sur son smartphone pour avoir les distances à la marche, mais les distances et les temps, les landmarks, les principaux points d'intérêt, etc. Bon, ça, c'est des choses qui sont en train de se faire d'ailleurs. Mais ça représente quand même une industrie. Il y a plein de systèmes. Enfin, dans le système marche, il y a plein de lieux qui peuvent donner objet à faire des gains économiques. Voilà, donc par rapport à toutes ces problématiques un petit peu oubliées, Rue de l'Avenir, qui s'intéresse aux 2 modes actifs, a décidé avec d'autres associations de monter un groupe de travail, enfin un groupe de militants aussi, hein, c'est pas uniquement une réflexion, mais un groupe qui pourrait se charger de faire cette promotion de la marche de façon à ne pas oublier tout un pan de la société. Et ces 3 associations, c'est Rue de l'Avenir, il y a 60 millions de piétons, c'est l'ancienne association du droit au vélo, et puis il y a la Fédération française de randonnée, qui maintenant commence à faire beaucoup de randonnées en ville. Ils ont tout un pan de leur activité qu'ils ont appelé Marche en ville. Ça les intéresse beaucoup parce que bon, c'est un tremplin pour des tas d'autres choses et ils se rendent compte que marcher en ville, ça ne va pas de soi. Eux, ils ont bien tout de suite fait le constat.
Et donc, actuellement, le participant, c'est le comité parisien de la Fédération française de randonnée, qui est particulièrement intéressé, mais l'ensemble de la fédération va bientôt rejoindre ce mouvement. Et c'est important parce que c'est un nombre considérable de licenciés en France, 230 000 ou 240 000 licenciés en France qui sont intéressés donc, par ce système de marche. Donc, nous avons lancé ce collectif Place aux piétons il y a quelques mois. Nous avons déjà eu la possibilité, grâce à ça, de faire, d'obtenir du CEREMA à la fois un webinaire qui a réuni 700 inscriptions, 500 participants et 700 inscrits. On a aussi fait avec eux un petit livret sur la marche dans le cadre du déconfinement. Enfin bon, il y a déjà des tas de choses qui se sont mises en place et maintenant nous allons frapper un grand coup. Nous allons copier le baromètre cyclable des villes cyclables de la FUB avec non seulement leur autorisation, mais en plus leur aide. Et nous allons lancer dans quelques jours, hein, tout le processus de mise en place est quasiment terminé. Je crois que le 3 ou le 4 décembre, nous allons lancer le baromètre des villes marchables. Donc, c'est une opération très importante parce que tout le monde se rappelle dans les milieux du vélo que c'est grâce au baromètre des villes cyclables que le vélo en France a repris ses lettres de noblesse parce qu'on a découvert grâce à ça qu'il y avait beaucoup de pratiquants. Et nous, ce qu'on espère, c'est que grâce au baromètre des villes cyclables, il y aura beaucoup de décideurs, d'acteurs urbains, d'élus et de pouvoirs publics qui se rendront compte que la marche, c'est un enjeu important et que des initiatives seront prises pour favoriser la marche, éventuellement des aides. Et en tout cas, ça va montrer au pouvoir public que ça concerne beaucoup de monde, mais ça va montrer aussi aux villes que peut-être elles pourraient faire mieux parce que quand on va recueillir l'avis des marcheurs, eh bien peut-être que certains diront ben non, ben dans ma ville on ne peut pas marcher, ça ne va pas du tout, donc peut-être que ça donnera envie aux élus de s'intéresser un petit peu plus à la marche, puisque c'est un mode universel, c'est-à-dire que ça concerne l'ensemble des habitants, puisque tout déplacement commence par la marche et se termine par la marche. Donc tout le monde marche et c'est un enjeu assez important. Alors, comme vient de le dire Natacha, nous sommes en train aussi de monter une plateforme à Saint-Étienne, grâce à Anne de Beaumont qui a pris cette initiative et qui réunit plusieurs associations pour monter une plateforme marche, une plateforme Place aux piétons à Saint-Étienne. Nous allons avoir une réunion demain soir. Et c'est très, très intéressant parce qu'ils sont un peu les précurseurs. On va voir un peu comment on peut monter cette plateforme locale qui va, j'espère, vivre de façon très dynamique et pouvoir recenser, par exemple, les points noirs marches en faisant des marches exploratoires, voir si les trottoirs sont bien conformes à ce qu'on en attend. Par rapport à tout ça, je reviens à la question qui était posée au début, que j'avais un peu oubliée dans ma démonstration. Rapidement, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, je voulais dire simplement que marche et vélo ne sont pas inconciliables et qu'il y a un respect mutuel à avoir pour chacun, que plus il y aura de vélo, plus il y aura d'occasions de conflit. Ça, c'est normal. Hein, plus il y aura de vélo, plus il y aura d'accidents de vélo, c'est mécanique. Mais que je crois que si chacun y met du sien et si chacun... J'ai 2 réunions demain. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas aussi être trop pessimiste là-dessus parce que la presse, mairie puis la fédération. La presse fait ses choux gras des conflits piétons-cycles, mais je pense que en fait, tout le monde a intérêt à ce que l'espace public soit agréablement partagé et que tout le monde y trouve sa place. Donc je pense que là-dessus, il y a un espoir et il y a des tas de gens qui en sont persuadés.
Merci beaucoup. Il commence à y avoir pas mal de questions dans le chat, mais avant de prendre les questions, on va passer la parole donc à Luc François, vice-président au transport. Donc, vous avez eu pas mal de pistes qui ont été esquivées. Quelles sont, tout le monde est en attente de connaître quelles sont les pistes qui ont été envisagées par Saint-Étienne Métropole pour son fameux plan vélo sur lequel, vous l'aurez compris, nous avons beaucoup d'attentes. Donc, je vais vous mettre votre présentation. Merci à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc je suis Luc François, donc je suis maire de la Grand-Croix, c'est une commune de la vallée du Gier entre Saint-Étienne et Lyon, qui fait 5200 habitants. Et je tiens à vous dire que je fais un peu de publicité locale, hein. Nous avons le plus grand sapin de Noël du département, qui fait 20 mètres de haut. C'est un sapin vivant, hein, donc ce n'est pas un arbre mort que vous pourrez voir à partir du 8 décembre illuminé. N'hésitez pas de vous arrêter à Grand-Croix. Alors, je suis également donc vice-président en charge des transports et des mobilités à Saint-Étienne Métropole depuis le mois de juillet 2020, mais je suis aussi un ancien élu au transport, puisque depuis 2014, je suis conseiller métropolitain délégué au transport. Et dans ce cadre-là, donc, j'ai été sollicité plusieurs fois, notamment depuis 2018 au niveau national, pour travailler sur la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, notamment sur ces plans d'action intermodalité. La loi LOM, elle a changé, hein, la loi LOTI, hein, des années 80, puisqu'on ne parle plus de transport, on parle mobilité. Et à partir de là, dans la mobilité, on peut entendre tous les modes de transport, et notamment le vélo. Et je rejoins l'intervenante précédente en disant que finalement, on n'est jamais tous cyclistes, tous automobilistes, tous piétons à la fois. On est un peu tout à la fois, et d'où la nécessité aussi de créer des infrastructures avec des points d'échange multimodaux, puisque finalement, eh bien, la mobilité de demain est multimodale. Donc, c'est tout le travail de la loi LOM, sur lequel j'ai activement participé au titre de Saint-Étienne Métropole, qui a abouti à la loi. Et maintenant, la loi doit se décliner dans ces différents secteurs, mais il n'en est pas moins vrai que juridiquement parlant et légalement parlant, cette loi est inscrite dans le marbre, et à nous, politiques locaux, de la faire appliquer sur nos territoires. Alors, on a parlé aussi de Saint-Étienne un petit peu en négatif au niveau de l'usage du vélo, mais c'est une réalité. Bon, d'abord, il faut modérer un petit peu les chiffres, puisque l'enquête ménage et déplacement date de 2010, on est en 2020, bientôt 2021. En 11 ans, les modes de déplacement ont quand même largement évolué, mais il n'en est pas moins vrai que quand on regarde globalement l'usage du vélo sur Saint-Étienne, la ville, et aussi sur la métropole, ce n'est pas non plus un usage très développé. Alors, tout ça, il y a des explications, hein. Il faut savoir que Saint-Étienne est la ville aux 7 collines, hein. Donc, on a beaucoup de déclivités, et ça peut être un frein à l'usage du vélo. On a aussi dans nos vallées du Gier, de l'Ondaine, c'est des anciennes vallées industrielles, avec un axe principal qui est très roulant, avec un nombre de véhicules automobiles qui est très important, à plus de 20 000 véhicules jour. Alors, c'est vrai que l'usage du vélo n'a jamais été pensé. Donc, du coup, faire du vélo devient dangereux sur ces voies, donc il y a dissuasif. Et puis, le manque d'infrastructures, et ça, c'est une réalité, et on va en parler dans les minutes qui viennent. Alors, c'est sur ce constat-là que Saint-Étienne Métropole, sous l'ancien mandat, a mis en place un plan vélo volontariste à l'échelle de la métropole, donc doté d'un budget de 41 millions d'euros, et qui a été voté en juin 2019. C'est moi qui l'avais fait voter sous l'ancien mandat. Et donc, son objectif, hein, c'est vraiment de rendre plus sûr et plus confortable les déplacements cyclistes au quotidien. On parle de mobilité au quotidien, des déplacements au quotidien. À terme, hein, l'objectif, c'est que le réseau structurant permettra de connecter la métropole aux grandes liaisons régionales via Rhôna et Vélo Loire, aussi bien sur le côté donc Vallée du Rhône ou Vallée de la Loire. Je précise quand même que, avant de parler des différents volets, que ce plan vélo, il a été co-construit avec une association qui participe d'ailleurs
à ce Facebook Live, qui est l'association Aussi Vélo, et qui, chaque année, organise, alors cette année, ça n'a pas pu se faire, mais qui organise le J à vélo, l'opération J à vélo, qui traverse Grand Croix. Et on va parler tout à l'heure de Grand Croix, mais à ce titre-là, il y a des choses qui se font d'ores et déjà dans la vallée du Gier. Donc, ce plan vélo comporte plusieurs volets. Et donc, le premier, c'est bien entendu des aménagements, c'est-à-dire de l'infrastructure. L'objectif étant de créer 110 km de voies cyclables avec un réseau sécurisé, en dehors de l'espace public, c'est-à-dire qu'on sort le vélo de la circulation avec les problématiques d'entrée et sortie de ces voies qui sera traitée, puisque finalement, le problème principal, c'est le partage du domaine public. Je pense que dans les différentes interventions qui ont eu lieu avant moi, on a bien senti que le partage du domaine public était la problématique essentielle en matière d'infrastructure. Or, il faut savoir quand même qu'à Saint-Étienne, quand vous avez des routes qui sont très étroites, des voies qui sont très étroites, la problématique d'intégrer des pistes cyclables dans une voie étroite est quand même différente que lorsqu'on a 16 mètres de large. Et cette problématique de l'hypercentre doit être traitée de façon à part par rapport à ce que l'on peut trouver dans nos vallées ou même en périphérie de Saint-Étienne. C'est toute la problématique, en fait, de l'urbanisme et de l'urbanité. Et ça, c'est Thierry Mandon, le directeur de la Cité du Design, qui le disait aux étudiants en design l'an dernier, qui disait finalement que quand on parle d'urbanisme, l'urbanisme, c'est construire des immeubles. Ça, ce n'est pas compliqué à faire. Avec un bon architecte, on sait faire. Par contre, l'urbanité, c'est vivre la ville. Et vivre la ville, tout de suite, la problématique numéro 1, c'est les déplacements. Donc, on se rend compte que finalement, un plan vélo, eh bien, forcément, on parle d'urbanité et non pas d'urbanisme. Le deuxième volet, c'est le service de mise à disposition des vélos. Alors, c'est le système Véliver que vous connaissez tous, qui est un système qui a été performant et qui a été innovant à son époque et qui est maintenant vieillissant. Donc, l'objectif de ce plan vélo, c'est d'augmenter le nombre de stations. Pour l'instant, il y en a 30, et de le porter à 40, voire 45 stations, ce qui est essentiel. Et notamment avec une réflexion d'ajouter des vélos à assistance électrique dans la flotte de vélos pour 2 millions d'euros entre 2021 et 2026. Parce que là aussi, l'arrivée, la démocratisation, on va dire, des vélos à assistance électrique, des VAE, change la mobilité du quotidien en matière de vélo, et notamment allonge les distances, c'est-à-dire que et gomme un petit peu aussi les nivellements. Donc, du coup, à partir de là, on peut penser la mobilité du quotidien, on peut dézoomer la mobilité du quotidien et aller plus loin en distance. Un autre volet, c'est l'aide de financement à l'achat des vélos à assistance électrique. Alors ça, c'est sous l'ancien mandat, ça a été mis en place depuis 2017. Ça remporte un franc succès. Chaque année, on a commencé par 30 000 euros par an, donc 200 euros par foyer pour l'acquisition d'aide pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique. Et donc, on a commencé par 30 000 euros la première année, 60 000 euros, 90 000 euros. Et cette année, sur le budget 2021, il est inscrit 100 000 euros directement au mois de février. Un autre volet, donc, c'est le stationnement, puisque des campagnes d'installation d'arceaux vélos sont prévues. Des dizaines de consignes seront disposées sur la ville de Saint-Étienne pour garer en toute sécurité son vélo et pouvoir le faire recharger. La réservation de ces consignes pourra se faire depuis l'application Véliver qui est intégrée donc dans l'application multimodale digitale Movizy. Et Movizy 2, l'application multimodale, est l'application effectivement, ce qu'on appelle un MaaS complet, Mobility as a Service, la mobilité comme un service, où finalement on a intégré tous les modes de transport dans la même application avec l'information voyageur et la problématique des billettiques. Donc, du coup, on peut dire que le vélo est intégré au même titre que la STAS, au même titre que les taxis, au même titre que les TCL ou au même titre que les TER,
dans tous les modes de mobilité dans cette application digitale. L'éducation, c'est important. Le premier intervenant en a parlé. Effectivement, il faut, dans un plan vélo, une partie éducation à l'usage, à la pratique, mais aussi à l'intégration du vélo dans la ville. Donc, le plan vélo s'appuiera sur le tissu associatif, riche et actif, ainsi que le vélo-école municipal qui sera mis en place. Et puis, les communes de métropole aussi seront appelées à participer à cette éducation en nommant un référent vélo au sein des 53 communes de la métropole. Ensuite, on a la mise en place d'une gouvernance de pilotage. Alors, je sais que Loïs Moreira participe à ce Facebook Live. Eh bien, c'est lui qui a été recruté tout dernièrement pour animer une politique vélo et une politique technique transversale au sein de la métropole pour une meilleure prise en compte des aménagements cyclables dans les projets de voirie, mais aussi dans les projets d'aménagement. Enfin, il y a l'évolution de l'impact du plan vélo. L'évolution initiale de la pratique cyclable sera issue de l'enquête ménage 2019-2020, mais comme vous le savez, il y a un monde d'avant qui s'est arrêté en mars 2020 avec la crise Covid. Et l'enquête ménage et déplacement qui devait être conclue cette fin d'année a été décalée parce qu'on se rend compte que, effectivement, ce qui se passe depuis mars, eh ben, on ne peut pas penser le monde d'après sans tenir compte de cette période un peu trouble. Et il a été décidé que l'enquête de ménage des déplacements serait finalement finalisée un peu plus tard, car je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ce que l'on a vécu et ce que l'on vit encore dans cette crise sanitaire change considérablement les façons de se déplacer. Et on a vu que finalement, la progression d'usage des vélos a été sur Saint-Étienne, depuis mars, à une progression de plus de 70%. Alors là, vous pouvez, ça déjoue complètement toutes les politiques mobilité qui existent sur toutes les métropoles, parce que toutes les métropoles ont vécu ça, et du coup sur Saint-Étienne également. Et même la meilleure des politiques publiques possibles en matière du vélo ne ferait pas aussi bien que la crise sanitaire. Donc, on peut voir du bien, finalement, à cette crise sanitaire, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. On a beaucoup de questions, donc si vous pouvez conclure rapidement. Oui, alors, merci. simplement, un état d'avancement des actions entreprises, si vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, donc je ne reviens pas sur l'effet de la crise parce que je trouve que voilà, on a été un petit peu stoppé, les élections ont été décalées, enfin il y a plein de choses qui ne sont pas faites et qu'on voudrait faire, mais ceci dit, même avec le retard, on a pu quand même donc recruter ce chef plan vélo. Les plans de rénovation des voiries 2019-2020 ont intégré la prise en compte des modes actifs de déplacement. Citons par exemple le réaménagement du boulevard Alexandre de Fercinette, qui comprend la réalisation d'une piste cyclable protégée de la circulation, un travail qui sera poursuivi et étendu à l'échelle de la métropole dans les années prochaines. Concernant le réseau structurant, plusieurs réalisations notables ont vu le jour, notamment à Saint-Étienne, le deuxième tronçon de la voie verte des mémoires ferroviaires entre le Technopole et le quartier du Soleil, dans la vallée de Londaine, entre Unieux vers le pont du Pertuiset, à Ricamari, au Chambon-Feugerolles, dans la vallée du Gier, à la Grand-Croix, puisque la restructuration des berges qui était dans le cadre du PAPI, du plan d'action de prévention des inondations de la vallée du Gier, permet l'intégration d'une piste cyclable et sortir les vélos des grands axes de circulation. Le lancement d'études en 2020 donc pour une liaison Saint-Étienne-Roche, la Molière, et la nouvelle zone d'activité vers le CHPL de Loti, donc intégrera les pistes cyclables dans sa voirie. 4 dépôts de dossiers dans le cadre de l'appel à projet du ministère de la Transition écologique pour supprimer les discontinuités cyclables dans le cadre du plan vélo national ont été déposés. Le rond-point Roosevelt en haut du cours Fouriel, le carrefour entre les boulevards Jules Janin et Thiers, le passage sous la 72 entre Pompidou et Méon, et le secteur de la Maladière à la jonction de Saint-Chamond et l'Orme, puisque là on a un point dur à traiter.
Et enfin, comme je disais, c'est les enveloppes budgétaires, puisqu'on ne fait rien sans argent, et je sais que c'est le nerf de la guerre, même si ce n'est pas l'essentiel, hein, il y a quand même le changement d'habitude. Les enveloppes budgétaires de 60 000 € par an ont été consommées et seront renouvelées et réaugmentées à hauteur de 100 000 €. Et nous avons lancé en début de mois de novembre une nouvelle enveloppe de 150 000 € pour les mobilités innovantes, telles que les vélos cargo, les vélos bus et les vélos utilitaires, à destination des collectivités, associations et entreprises. Voilà, j'ai été rapide, mais j'avais beaucoup de choses à dire, alors excusez-moi. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, pour faire la transition, on a une question justement qui vous est adressée de la part de Pierre Croisy, qui est, je crois, qui travaille au CHU et qui demande quelles sont les infrastructures qui sont prévues pour desservir le CHU, qui est le premier employeur de la Loire, mais où aussi il y a beaucoup d'étudiants avec le campus santé innovation. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu sur le CHU sur le court terme? Et un peu lié à cette question aussi, la question des où sont les pistes cyclables transitoires? Elles ont été que trop éphémères. Pourquoi? Alors, tout d'abord, sur les problèmes de la desserte des grands équipements. Alors, on peut parler du CHU, mais aussi on peut parler des facultés, on peut parler de beaucoup de centres comme ça qui sont des gros employeurs de Saint-Étienne, mais pas seulement Saint-Étienne. Hein, l'hôpital Nord est sur Saint-Priest, mais il y a d'autres axes comme ça de développement qui sont prévus. Alors, sur le CHU, effectivement, on a une chance, hein, c'est que le tram roule sur une voie dédiée et on essaye d'intégrer dans ce plan vélo cette problématique vélo au sein même du CHU. C'est clair que le CHU sera une des priorités de notre plan vélo parce qu'on sait très bien que, en plus, l'avantage de ce secteur-là, c'est qu'on peut effectivement jouer la multimodalité, c'est-à-dire les gens peuvent laisser par exemple les transports en commun un petit peu en amont et prendre le vélo par la suite, ou laisser leur vélo et reprendre le transport en commun par la suite. Donc il y a toute cette problématique du CHU que l'on va travailler aussi également dans le cadre d'un plan de déplacement d'entreprise. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que le CHU devienne acteur aussi de ce plan de déplacement. Concernant les pistes cyclables éphémères, alors, tout d'abord, il ne faut pas en voir que du mal. D'abord, ça démontre une ambition politique du nouveau mandat de s'investir dans ce plan vélo. Toutes les métropoles de France et toutes les villes de France ont eu cette même problématique puisque les transports publics sont devenus l'image du développement et du transport du virus. Du coup, on avait une désaffection des bus, des trams et des trolleys sur Saint-Étienne, mais pas que, sur toutes les villes en France. Et en même temps, on avait une montée en puissance. Alors, puis en plus, souvenez-vous, il faisait super beau au déconfinement, donc on avait un développement important du vélo. D'où l'idée de beaucoup de politiques, et notamment des politiques stéphanois, et ils ont eu raison, de mettre en place des pistes cyclables éphémères pour les déplacements du quotidien. Cette expérience nous apporte une culture du concept d'urbanisme tactique. Je pense qu'il faut parler d'urbanisme tactique ou peut-être même voir d'urbanité tactique. À savoir que tester un aménagement, l'ajuster c'est nécessaire avant de l'adopter et afin de prendre un engagement définitif. Cela nous approche, c'est une première approche pour faire gagner du temps dans certains cas. Donc, tout n'est pas négatif. Cela nous a permis d'acheter du matériel qui pourra se resservir dans d'autres expérimentations. Nous avons aussi, durant cette période, collecté des comptages, nous apportant des chiffres sur le degré de pratique du vélo avant le démarrage du plan vélo et au-delà de l'enquête ménage. Et enfin, ça nous a permis de pérenniser certains axes, mais peut-être aussi d'autres liaisons étant en cours de réflexion dans les services. Je voudrais dire que ce qui s'est passé au niveau du déconfinement, ça a changé les habitudes, ça a changé les mentalités. Moi, je pense qu'il y a quand même
il y a eu quand même des aménagements qui ont soulevé des questions. Notamment un des aménagements qui était au cours Fouriel, où vous aviez la difficulté de ces pistes cyclables centrales, de façon centrale, organisées de façon centrale, et en même temps des pratiquants de vélo qui n'étaient pas très disciplinés ou qui étaient peut-être débutants dans cette pratique-là, et du coup des mises en danger qui se sont faites au niveau de cet équipement. Donc tout ça, ça nous a amené, alors c'était de l'expérimentation, mais tout ça, ça nous a amené à réfléchir sur le développement d'équipements structurants qui soient plus intégrés et qui soient adaptés justement à des problématiques spécifiques qui ont vu le jour pendant cette période de déconfinement. Voilà. Est-ce que les autres intervenants ont des choses à rajouter sur ce qui vient d'être dit? Monsieur Héran, peut-être? On ne vous entend pas, si vous pouvez mettre votre micro. Voilà, j'ai mis le micro. Oui, j'aimerais appuyer ce qu'a dit très justement Étienne Olef sur le fait qu'on ne fait pas une politique vélo indépendamment des autres politiques de déplacement. On ne peut pas, comme nous l'a dit Monsieur l'élu, je vois bien, vous êtes très impliqué, vous avez fait un gros effort pour essayer de vous approprier cette question du vélo, mais malheureusement, c'est pas possible de ne s'intéresser au vélo en ne s'intéressant pas aux autres modes de déplacement. Toutes ces politiques sont liées. Disons-le clairement, pas d'augmentation significative du vélo sans modération du trafic automobile. Et ça veut dire concrètement, modérer le trafic automobile, ça veut dire réduire la vitesse d'abord des voitures, généraliser les zones 30 dans toute l'agglomération, comme l'a fait Grenoble, ça n'a rien d'extraordinaire, comme ça existe dans quantité de villes en Europe. Ça veut dire aussi réduire le trafic automobile. Toutes les 4 voies doivent être passées à 2 voies. C'est ce qu'a fait Nantes. Nantes, c'est pas une ville, c'est une ville bien plus grande que Saint-Étienne. Si Nantes peut le faire, Saint-Étienne peut le faire également. C'est aussi revoir la politique de stationnement, rendre plus coûteux le stationnement, plus difficile, pour dissuader l'entrée dans Saint-Étienne en voiture pour des motifs autres, pour des motifs comme le domicile-travail, etc. Bref, c'est cette modération du trafic automobile qu'il faut raccrocher à la politique vélo. En clair, c'est dans les villes, comme l'a dit encore une fois très bien Étienne, c'est dans les villes qui ont modéré le trafic automobile et en même temps fait des aménagements cyclables qui prennent de la place à la voiture que le vélo se développe vraiment. Merci, merci beaucoup. Il y avait des commentaires effectivement dans le chat sur le fait que les soignants vont en vélo justement au CHU et c'est des itinéraires, oui, voilà, il y a des voies qui sont où les voitures vont très vite et qui mettent en danger justement le personnel soignant qui se déplace en vélo pour aller au CHU et que donc c'est important de protéger les soignants par des infrastructures cyclables pour éviter des accidents qui seraient autrement symboliques. Est-ce que les intervenants ont d'autres choses à rajouter? Oui, Monsieur Héran. Votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Héran. Oui, j'essaye. Voilà. Pour prendre l'exemple du CHU, il y a une solution vraiment pour qu'il y ait beaucoup moins de voitures qui aillent au CHU, c'est de rendre payant symboliquement le stationnement au CHU. Vous voyez, par exemple, 30 € par an, quelque chose de symbolique, qui n'est pas un coup de matraque, mais qui rappelle à l'ensemble des soignants, enfin à tout le monde, à tous ceux qui se rendent sur le CHU, que le stationnement, c'est coûteux pour la collectivité. C'est vraiment coûteux. Donc, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas gratuit. L'espace public n'est pas gratuit. Ce stationnement n'est pas gratuit. C'est un avantage en nature qui est donné aux personnes et que cet avantage, il faut une petite contribution, au moins symbolique, pour rappeler aux gens que ce n'est pas gratuit. Et je vous assure que si vous mettez 30 € sur le stationnement au CHU, eh ben, vous réduirez de façon significative le nombre de voitures et vous sécuriserez l'accès à vélo. Vous voyez, c'est ça la cohérence. C'est en même temps qu'on fait des aménagements cyclables, on signifie aux gens qui viennent en voiture que ce n'est pas normal qu'ils viennent
en voiture tout le temps, que beaucoup, bien sûr, ne peuvent pas faire autrement et qui doivent contribuer à l'effort global pour réduire le trafic auto. Merci, merci beaucoup. Monsieur François, je crois que vous avez levé la main. Oui, simplement, moi je pense qu'effectivement, le plan de déplacement d'entreprise du CHU doit être doit intégrer cette problématique-là. Alors je sais aussi qu'il y a des gens qui défendent les déplacements en vélo au sein du CHU et je pense qu'ils ont quand même intérêt à ce que les choses bougent. Donc, je pense qu'à la fois le CHU et la collectivité et les collectivités, eh ben, on a intérêt à ce qu'on se mette d'accord sur ces choses-là. Moi, je voudrais aussi revenir sur les propos de M. Errand concernant l'opposition des modes. Non, non, mais je suis pas en train de les opposer. Je suis en train, au contraire. Non, il faut pas les opposer, les modes. Moi, je pense qu'effectivement, il y a quand même une juste part des choses à faire et lutter contre la voiture, c'est aussi, dans un même temps, proposer aux gens le coup d'après, c'est-à-dire la multimodalité. Et si on ne propose rien, ce n'est pas bon. Donc, je pense que le rôle de la collectivité, c'est de prévoir et d'organiser ces pôles d'échange, d'accord, pour faciliter la multimodalité. Pour la ville, la ville à 30, la ville apaisée, toutes les expériences montrent effectivement que une ville apaisée est plus agréable à vivre. Simplement, il faut le voir à l'échelle de chaque ville. L'expérience nantaise ou l'expérience grenobloise, que je connais bien, puisque aussi bien le directeur des transports de Nantes que le directeur des transports de Grenoble, on a beaucoup travaillé ensemble et les solutions qui sont proposées aussi bien à Grenoble qu'à Nantes ne sont pas transposables en totalité sur le territoire stéphanois. Ces effets benchmarking que l'on mène, nous les élus et les techniciens, au niveau des métropoles, font que l'on doit penser le système stéphanois. C'est-à-dire que l'on doit se l'approprier. Et les problématiques à Saint-Étienne sont tout autres par rapport à ce qui se passe à Grenoble et à Nantes. Donc, je pense que ce modèle stéphanois, il faut qu'on l'invente en matière de multimodalité. Il faut qu'on y réfléchisse et qu'on propose. Moi, je pense qu'on ne fait pas les choses tout seul. Il faut qu'on arrête de croire qu'un élu, c'est quelqu'un qui décide tout seul dans son bureau. Ce plan vélo métropolitain, nous avons été fortement inspirés. On y a associé aussi l'association Aussi Vélo. Et du coup, on a co-construit finalement ce plan vélo. Ces villes, ces pistes cyclables, ces trajets qu'on avait sur une carte, bientôt, ça sera réalité. C'est-à-dire que dans 10 ans, on aura réalisé plus de 41 millions d'investissements. Donc, il y a la volonté d'investir dans ces vélos. Je vois les réactions sur le blog en disant les élus sont frileux. Non, ils ne sont pas frileux, pas du tout. Ils ont analysé la situation et maintenant, on propose. On propose un peu de courage. Oui, oui, très bien, mais j'en ai du courage. Du courage, c'est de faire les choses et de ne pas promettre les choses. Donc, si vous voulez douter de moi, doutez de moi, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la volonté de Gaël Perdriau, la volonté que j'ai actuellement, c'est de faire bouger les choses à Saint-Étienne et que ce plan vélo devienne tout de suite une réalité du quotidien pour les utilisateurs et non pas une promesse électorale. Voilà. Et je vous engage effectivement à suivre l'évolution du plan vélo sur le mandat et on en reparlera d'ici quelques mois ou quelques années. Merci beaucoup, Monsieur François. Anne Faure, vous aviez levé la main, je crois. C'était simplement pour dire qu'effectivement, le préalable, c'est bien la réduction du nombre et de la vitesse des voitures. Ça va servir à tous les usagers de la ville, tous les habitants, et en particulier, ça va favoriser aussi la marche, parce que les gens qui marchent n'ont pas du tout envie de marcher dans un environnement bruyant et nauséabond, et c'est un environnement hostile, et je crois que tout le monde a bénéficié
de ce préalable très très important qu'est la réduction de la vitesse. Tout à fait. Alors, pour finir, parce que je crois qu'on s'approche de, malheureusement, je pense qu'on aurait eu beaucoup d'échanges encore fructueux. Il y a une question justement sur le fait que certains commerçants sont un peu frileux aussi quand il s'agit de réduire la place de la voiture et que dans l'imaginaire collectif, réduire la place de la voiture en ville, c'est synonyme de perte d'attractivité de la ville. Est-ce que Étienne Ollet, Anne Faure ou Frédéric Errand, vous avez des arguments ou des sources pour permettre aux élus de convaincre les commerçants qu'en fait, ce n'est pas le cas et qu'au contraire, ça rend une ville plus attractive? Oui, je crois Anne Faure peut très bien répondre, oui. Voilà, Anne Faure, alors. Frédéric, comme pourrait très bien dire la même chose. Frédéric a mis à jour il y a déjà quelques années le fait que les marcheurs et les cyclistes sont les meilleurs commerçants du commerce, les meilleurs clients. Les meilleurs clients du commerce de proximité. Ça, c'est extrêmement important, surtout dans nos centres-villes qui sont en mauvaise passe actuellement. Hein. Il y a des opérations cœur de ville, c'est pas pour rien, c'est parce que le commerce de proximité se meurt. Donc, c'est un argument très très important de dire que il faut que le commerce soit utilisé par les marcheurs et les cyclistes, et ça n'est pas du tout antinomique, au contraire. Je laisse Frédéric continuer. Oui, on peut dire, enfin, on a démontré, et c'est une démonstration qui a été faite dans de nombreux pays européens, et notamment en France, les cyclistes et les piétons dépensent plus par période que les automobilistes dans les commerces. Alors, moins par visite, mais plus par période. Par exemple, comment est-ce possible? Parce que si on prend une période d'un mois, par exemple, pendant un mois, les piétons et les cyclistes reviennent plus souvent dans les commerces et finalement, au bout d'un mois, dépensent plus que les automobilistes. Pour le dire autrement, les automobilistes sont des usagers volages. Bon, le terme est un peu polémique. On va dire des usagers peu fidèles, alors que les piétons et les cyclistes sont des usagers plus fidèles. Les commerçants auraient vraiment beaucoup intérêt à fidéliser leurs clients piétons et cyclistes. Voilà, mais c'est difficile à expliquer. En fait, il suffirait que les commerçants déjà demandent à leurs clients comment ils sont venus à leur commerce. Et ils auraient de grosses surprises. Ils découvriraient que la plupart de leurs clients viennent à pied tout bonnement, à pied ou à vélo, et non pas en voiture. La plupart des clients ne sont pas du tout automobilistes, surtout dans les commerces de proximité, mais même dans les commerces de centre-ville. Nous avons enquêté auprès de 1300 clients, concrètement, 1300 clients, et on a pu le démontrer très facilement. Oui, je voulais ajouter qu'il y a eu des enquêtes faites, par exemple une à Rouen, qui a montré que quand on demandait aux commerçants qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas suffisamment de clientèle, ils disaient « Oh, ben c'est parce que ça manque de stationnement ». Et quand on demandait aux clients de ces mêmes commerces pourquoi est-ce que vous ne venez pas plus souvent au centre-ville, les gens répondaient « Oh, ben parce que l'espace public n'est pas agréable, parce que les trottoirs sont pleins de trous, parce qu'il n'y a pas assez de végétation, parce qu'il n'y a pas de bancs, parce qu'on n'a pas le plaisir de la marche ». Le plaisir de la marche, ça c'est extrêmement important pour amener de la clientèle au commerce de proximité. Alors tout à fait, ça rejoint une remarque aussi dans le chat. Penser à un système vélo métropolitain ne peut se faire sans une vision urbaniste, paysagiste. Penser les déplacements dans la ville ne peut se faire sans repenser l'architecture urbaine. Quelle volonté politique de mener un grand plan de déplacement doux. Donc c'est Pascal Père qui nous faisait ça. Est-ce que Monsieur François, vous voulez réagir là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, on part de plans de déplacement doux. Moi, je parle de plans de déplacement urbain, de PDU. Parce qu'un plan de déplacement doux, juridiquement, ce n'est pas opposable. Un plan de déplacement urbain, c'est opposable, c'est un document officiel qui est opposable. Et je pense que un des axes de travail du mandat, ça sera aussi de se remettre au travail et de se remettre autour de la table pour élaborer ce fameux plan de déplacement urbain de la métropole stéphanoise. Tout à fait. Alors justement, une question là-dessus. On sait que le PDU n'est pas actualisé, donc vous pouvez nous en dire plus sur les échéances du PDU sur Saint-Étienne? Enfin, Saint-Étienne Métropole, pardon. Voilà, il est beaucoup trop tôt pour en parler, puisque la conférence des maires ne s'est pas encore réunie
pour parler de ce sujet-là. Mais il y a effectivement, alors d'un côté, une certaine volonté, une bonne volonté politique de travailler de retravailler sur ce PDU très prochainement. Il n'empêche qu'il faut quand même que les choses se soient un petit peu stabilisées en matière de mobilité, parce que quand on prend les chiffres de la mobilité aujourd'hui, ce sont des chiffres qui sont complètement faussés. On est au même titre que l'enquête ménage et déplacement. Si on attaquait notre PDU maintenant, je pense qu'il vaut mieux attendre un tout petit peu que les choses se soient stabilisées, notamment au niveau de la crise sanitaire, pour qu'on se rende compte un petit peu du changement des habitudes des gens avant d'élaborer ce PDU. Mais en tout cas, durant le mandat, il va falloir que c'est pas une blague, hein, je réponds à Anne, c'est pas une blague, le PDU, c'est une réalité et ça sera une volonté politique de ma part. Je vous demande pas de me juger en amont, je vous demande de me juger après. Et après, on en reparlera. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un, Étienne Olève, si vous voulez réagir, vous n'avez pas réagi depuis? Votre micro, s'il vous plaît. Oui, voilà. Juste une petite réflexion qui est un peu une boutade, mais il y a 100 ans, aurait-on imaginé qu'on allait utiliser des voies de chemin de fer pour en faire des voies vertes et rouler à vélo? Alors, je ne sais pas comment va être l'avenir, je ne sais pas comment va évoluer la société suite à cette crise économique, mais peut-être que dans 10 ans, on roulera sur les autoroutes parce qu'on n'aura plus de quoi rouler. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'était juste une petite réflexion comme ça. Et puis, aussi, il y avait une petite question concernant le audit BIPAT. Il y a des auditeurs dans tous les pays. Il faut en fait tout simplement que la municipalité ou la métropole fasse un appel d'offres pour qu'il y ait ce type d'audit, et il y a plusieurs bureaux d'études qui peuvent y répondre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, juste pour résumer un peu, je n'ai pas pu prendre toutes les questions du chat, désolée. Alors, il y avait des remarques sur le fait que c'est aussi en faisant du vélo dans Saint-Étienne qu'on s'aperçoit de la difficulté. Donc, voilà, demander est-ce que les élus utilisent le vélo au sein de Saint-Étienne, et aussi une remarque sur les conseils citoyens. Pour vraiment essayer de prendre en compte les besoins des gens. Monsieur François, et ensuite on va conclure assez rapidement. Alors, sur les conseils citoyens, je ne répondrai pas parce que je ne suis pas un élu à la ville de Saint-Étienne. Donc là, je n'ai pas de compétences pour répondre, je suis désolé. Par contre, sur la deuxième question, concernant l'utilisation du vélo, je peux vous assurer que je suis un utilisateur de Vélivert. Voilà, puisque j'ai été… d'abord, je suis un utilisateur du vélo, hein, je le dis, mais à grande croix, voilà, et surtout, pas sur les déplacements du quotidien, c'est surtout au niveau du loisir. Et par contre, je trouve que l'usage du vélo sur Saint-Étienne, notamment par le système Vélivert, est un système qui est fiable et qui fonctionne. Et je trouve que, ma foi, je l'utilise régulièrement pour aller d'un site à l'autre sur Saint-Étienne Métropole. Et en tout cas, les équipes de Vélivert sont mobilisées depuis la crise sanitaire pour faire face à l'augmentation d'utilisateurs, parce que avoir une augmentation de 70% d'utilisateurs, ça entraîne d'autres difficultés, et notamment au niveau de la maintenance, et croyez que ce n'est pas chose facile pour eux. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va devoir terminer. Donc vraiment, je vous remercie chaleureusement. Donc à la fois tous les membres du public, en espérant que je n'ai pas créé des frustrations en ne reprenant pas toutes les questions, mais le temps était compté. Merci beaucoup aux intervenants, Étienne Olève, Anne Faure et Frédéric Errand, d'avoir pris du temps pour s'occuper de notre agglomération. Et merci Luc François de vous être prêté à ce jeu qui n'était pas facile, mais vous voyez qu'on a des attentes fortes sur vous, et je pense que l'on sera amené à échanger encore avec vous. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir été là et d'avoir été sincère et ouvert à la discussion. Donc merci à tout le monde et à bientôt à vélo. Merci. 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 Au revoir.